On avait annoncé 3 sujets. On a dit ce qu'on allait faire. On va essayer de faire ce que l'on a dit. 3 sujets. Premièrement, place de la dissuasion. Second sujet, place du dommage. Et puis, troisièmement, prise en compte du comportement et de la situation individuelle, qui a déjà été abordé tout à l'heure sous l'angle circonstances atténuantes aggravantes. Et on y reviendra peut-être sous l'aspect taille du groupe. Alors, dissuasion individuelle, 2 manières de voir la chose. Je vais peut-être renvoyer à chaque fois au point du communiqué si certains veulent le reprendre. C'est tout d'abord l'aspect dissuasion individuelle ex post. Une entreprise a déjà enfreint une fois la règle du jeu. Elle est donc en situation de réitération. La réitération fait partie d'un des 4 critères de détermination de la sanction, article L464-2. Et donc, ça renvoie dans le point du projet de communiqué au point 43 à 45. Et notamment, j'ai cru comprendre qu'un débat s'était instauré dans les contributions sur la notion de pratique identique ou similaire par son objet ou ses effets, et puis sur le délai total de 20 ans qui a déjà été abordé tout à l'heure. Alors, première question, Joël Simon, quelle est la position du MEDEF sur ce sujet, respectivement la durée de 20 ans et la qualification de pratique identique ou similaire par objet ou par effet? Merci. Écoutez, je vais élargir un tout petit peu le sujet, mais en essayant de tenir les 3 minutes. Bon, tout d'abord, le concept de récidive, on le voit en matière pénale, il est assez mal adapté à la notion de responsabilité de la personne morale, puisque ce sont par définition des personnes physiques qui agissent pour la personne morale, et il peut y avoir des changements de dirigeants, des changements d'actionnaires de contrôle et des changements de politique de concurrence. Je dirais qu'il est encore moins adapté au niveau du groupe, parce que le groupe, il est constitué de multiples entités, et certaines peuvent avoir une relative autonomie. Et il est encore compliqué par le fait que l'on admet que la précédente infraction peut aussi résulter d'une décision de la Commission européenne ou d'autres autorités de la concurrence. Donc, il est d'autant plus indispensable de prévoir des règles strictes et des règles ad hoc. Tout d'abord, nous pensons que la réitération devrait être écartée ou à tout le moins minorée lorsque l'entreprise en cause a subi d'importantes restructurations ou lorsque le marché a évolué de telle manière que l'on ne puisse pas prendre en compte une sanction précédente. Deuxièmement, elle ne devrait pouvoir être appréciée à l'échelle du groupe auquel l'entreprise appartient que pour autant qu'il soit démontré soit que les sociétés mères ont exercé une influence sur leurs filiales, soit que l'appartenance au groupe a effectivement joué un rôle dans l'organisation ou la mise en œuvre de la pratique. Troisième point, et j'en viens à la question que vous aviez posée, la nouvelle pratique devrait relever du même fondement juridique que celle qui a fait l'objet d'une condamnation précédente. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas mettre à la fois abus de position dominante et entente dans les deux pour définir la récidive ou la réitération. Ensuite, l'entreprise devrait avoir fait l'objet d'une condamnation définitive pour une infraction précédente au moment de la commission des faits nouveaux. Et enfin, dernier point, le délai écoulé devrait être de 5 et non de 20 ans à côté de ce caractère définitif de la décision de sanction de la première infraction. Pourquoi ? Parce que là aussi, il faut tenir compte de la spécificité de l'entreprise et que 20 ans pour une entreprise, c'est perpète. C'est-à-dire qu'en 20 ans, une entreprise peut complètement changer et je crois qu'il faut prendre en compte cet élément que 5 ans, c'est une durée qui est plus adaptée à celle de l'entreprise. Merci, je crois que j'ai tenu dans mes 3 minutes. Bravo. Confirmer de manière vivante que la force du propos n'est pas liée et pas proportionnelle à la longueur. Catherine Prieto, que dit la jurisprudence communautaire sur cet aspect réitération dont Mme Joël Simon nous a dit qu'elle était... on avait peut-être une exception très stricte en France. Vous pouvez nous faire un petit peu le point là-dessus ? La jurisprudence européenne est très souple. Cette souplesse s'explique par le souci de l'effectivité des articles, de la mise en œuvre des articles 101 et 102. Cette récidive est rattachée à l'appréciation de la gravité, donc la base légale dans l'article 23 du règlement numéro 1 2003, c'est bien la gravité. Mais cette souplesse est importante à 3 égards. D'abord, elle est importante sur le constat de la récidive, elle est importante sur le délai d'appréciation de la récidive et elle semble importante également sur l'appréciation de la nature des infractions qui sont constitutives de la réitération. Alors d'abord sur le constat de la récidive, c'est important d'y revenir parce que je crois qu'il y a vraiment là une différence par rapport à la situation française. Un simple constat d'infraction suffit. Et donc il n'est nullement requis qu'il y ait une condamnation avec un caractère définitif. Ceci donc figurait dans les premières lignes directrices et la Cour de justice a accepté cette solution
toujours au regard du principe d'effectivité, mais en ajoutant un point d'argumentation juridique, c'est que les décisions de la Commission bénéficient d'une présomption de validité. Et par conséquent, le simple constat est logique pour être retenu. Mais la Cour de justice a introduit en contrepoint un élément d'équilibre en envisageant l'hypothèse d'une possible annulation qui entraînerait la rouverture alors du délai de recours de la seconde décision. Mais vous voyez donc on est assez loin finalement de la rédaction du projet de communiqué. Certainement la position européenne, la position de la Cour de justice est beaucoup moins exigeante que les conditions qui sont posées dans le projet de communiqué. Ensuite, sur le délai de la récidive, il y a également un élément de très grande souplesse. Je crois que le débat d'un chiffrage paraît écarté, ne paraît pas opportun. Et finalement, si on lit, ne serait-ce que l'arrêt Lafarge, très récent, donc, si on lit l'arrêt Lafarge, eh bien, ce qui est retenu, c'est une appréciation au cas par cas. Cette appréciation au cas par cas, elle est là pour apprécier la propension d'une entreprise à s'affranchir des règles de concurrence. Donc il est inutile de s'interroger, de fixer une ligne par avance d'un délai, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Non, il faut apprécier, nous dit la Cour, il faut apprécier cette réitération au regard du principe de proportionnalité pour caractériser la propension. Ce qui fait que finalement, eh bien, ça peut, cette appréciation sans délai, cette appréciation au cas par cas peut jouer en faveur de l'entreprise s'il y a un délai qui est très large, mais elle peut jouer aussi, à contrario, en sa défaveur, si on voit qu'il y a une répétition qui est régulière. Et dans ce cas-là, si la régularité est là, qu'il s'agisse de 5 ans, de 10 ans ou de 20 ans, eh bien, ça ne peut jouer qu'en sa défaveur. Enfin, sur le dernier point, la nature des infractions qui sont constitutives, à proprement parler, de la réitération, eh bien, on voit qu'il y a une évolution dans la rédaction des lignes directrices, puisque dans les lignes directrices de 1998 étaient visées des infractions de même type. Et la Cour, le tribunal et la Cour de justice ont bien interprété cette terminologie en indiquant qu'il fallait raisonner sur le même objet, c'est-à-dire entente ou alors abus de position dominante, mais pas les deux. Je constate néanmoins qu'il y a une évolution dans les lignes directrices de 2006 qui ne reprennent pas cette même formulation, donc ce n'est pas un hasard si la formulation n'est pas reprise. En revanche, on vise des infractions identiques ou similaires. Et à ma connaissance, la Cour de justice n'a pas encore interprété le terme similaire. Je pense néanmoins que toute l'orientation qui est donnée par la Cour vise à cet élément de souplesse que j'invoquais, parce que la Cour est extrêmement convaincue qu'il faut donner toute sa portée au principe d'effectivité. Et je subodore que cette propension, parce qu'il s'agit d'analyser la propension d'une entreprise à s'affranchir des règles, eh bien cette appréciation devrait peut-être amener à considérer l'effet plutôt que l'effet de la pratique, plutôt que la nature de cette pratique. J'ai dépassé les 3 minutes. Oui, c'est pas grave, merci. On a parlé de la dissuasion individuelle, donc sous l'angle réitération, plutôt ex post. Mais maintenant, prenons un autre point de vue qui est complémentaire. La dissuasion, c'est aussi ex ante, convaincre ceux qui seraient éventuellement tentés de s'engager dans des pratiques anticoncurrentielles de ne pas le faire. Et je passe la parole tout de suite à Laurent Flochel. Est-ce que vous pourriez nous rappeler en quelques mots, finalement, le cadre d'analyse assez partagé, enfin, mais pas assez complètement partagé par tous les économistes, sur finalement la manière de penser la dissuasion et son articulation avec la sanction. Merci. Alors effectivement, c'est un point qui a déjà été abordé ce matin dans la table ronde précédente. Donc lorsqu'une entreprise choisit de mettre en place une pratique anticoncurrentielle, c'est un choix qu'elle fait ce qu'on appelle en univers risqué, c'est un choix rationnel. Et donc elle se pose la question, si je mets en place la pratique anticoncurrentielle, je vais gagner un surprofit, de façon certaine, et dont l'ampleur peut être discutée, et avec une certaine probabilité, je vais être détecté et donc je vais avoir à payer une amende. Et donc on a bien ici les deux ingrédients, ou les deux jambes les deux instruments pour une autorité de concurrence, qui est d'une part le montant de l'amende qui va être infligé et la probabilité de détection. Et du côté des entreprises, c'est le surprofit qui va être réalisé,
Donc plus le surprofit est réalisé en mettant en place une pratique anticoncurrentielle sera importante, plus je serai incité à mettre en place cette pratique anticoncurrentielle. Et l'autre paramètre, c'est la probabilité de détection. Plus j'ai une probabilité importante de me faire détecter, et moins je vais être incité à mettre en place cette pratique anticoncurrentielle. Et donc, ça nous conduit à dire deux choses. D'abord, le montant de l'amende ne peut en aucun cas être inférieur au surprofit. Sinon, on est à coup sûr incité à mettre en place une pratique anticoncurrentielle. Ça, c'est le premier point. Mais plus que ça, le montant de l'amende doit tenir compte également de la probabilité de détection. S'il y en a une chance sur deux d'être détecté, ça veut dire qu'avec une chance sur deux seulement, on va payer l'amende. Et dans ces cas-là, le montant de l'amende doit être égal à 2 fois le surprofit, parce qu'on doit tenir compte, on doit diviser le surprofit par la probabilité de détection. Donc plus la probabilité de détection est faible, et plus le montant de l'amende doit être élevé. Donc ça, c'est vraiment, et c'est là, il y a un consensus là-dessus, sur cet aspect-là. Donc ça, c'est quand on regarde uniquement du point de vue les incitations monétaires. La première conséquence de ça, c'est de dire que le surprofit dépend effectivement, et ça a été un point discuté ce matin, de la durée de la pratique, mais dépend de la durée. Et donc plus la pratique va durer longtemps, plus potentiellement je vais pouvoir avoir un surprofit, et donc ça doit être tenu compte, on doit en tenir compte dans le calcul de l'amende. Mais le surprofit et la durée doit être tenu compte de façon, chacune des années, et pas n fois le surprofit réalisé la dernière période. Donc là, si on veut regarder les choses proprement, il faut regarder le surprofit réalisé chacune des années de l'infraction, et pas uniquement considérer la dernière période et multiplier par la durée. Je pense que c'est à peu près ce qu'a dit Robert Saint-Esteban ce matin. Le troisième point, c'est que maintenant, si on réfléchit un petit peu plus largement, quand on réfléchit à la dissuasion, donc une fois qu'on a dit ça, cette décision de mettre en place une pratique anticoncurrentielle ou non dans une entreprise, de façon rationnelle, c'est une décision qui est prise par des gens, par des dirigeants de l'entreprise, à un niveau plus ou moins élevé, parce que toutes les pratiques anticoncurrentielles ne sont pas mises en place tout en haut de l'entreprise, mais des fois à un niveau très bas dans la hiérarchie. Et la question est, finalement, est-ce qu'il faut inciter non pas l'entreprise comme une boîte noire, mais aussi les gens qui prennent la décision de mettre en place la pratique concurrentielle à ne pas mettre en place cette pratique anticoncurrentielle. Et lorsqu'on insère ça dans la problématique des cartels qui durent longtemps, des investigations qui durent longtemps, on comprend également que les personnes qui vont être sanctionnées, c'est-à-dire les actionnaires finalement les actionnaires et les dirigeants au moment où la sanction va tomber ne sont pas forcément les gens qui ont pris la décision de mettre en place la pratique anticoncurrentielle. Et pour que la dissuasion soit efficace, il faut que ceux qui soient sanctionnés, ce sont les gens qui ont décidé de mettre en place la pratique anticoncurrentielle. Et là, ça veut dire que si on veut réfléchir à la dissuasion, il faut y réfléchir, certes, quand on n'a que l'instrument des sanctions, avec des sanctions suffisamment élevées, mais plus généralement également sur des sanctions individuelles. Alors ça peut aller de la prison, mais sans aller jusqu'à la prison, des choses qui seraient affectées, par exemple, la réputation des dirigeants, des choses comme ça. Le troisième point que je voulais aborder, c'est le fait que la dissuasion doit se prendre en compte également d'un point de vue global, du point de vue de la pénalité qui est infligée à l'entreprise. La pénalité qui est infligée à une entreprise lorsque sa pratique anticoncurrentielle est détectée, c'est 1, l'amende, et 2, les indemnités qui vont être versées pour réparation du préjudice. Et ça, c'est bien la totalité de la sanction. Et l'entreprise, lorsqu'elle prend en compte lorsqu'elle fait son choix, je mets en place une pratique anticoncurrentielle ou je ne mets pas en place la pratique anticoncurrentielle, elle prend bien en compte le risque total de pénalité qu'elle va avoir en cas de détection. Et dans un monde dans lequel, par exemple, il n'y a pas de class action, effectivement, l'amende, c'est logique de dire que l'amende, si on veut, l'amende infligée par l'autorité de concurrence doit être supérieure, puisque si on veut avoir un caractère dissuasif. Dans un monde dans lequel il y aurait des class action, on peut concevoir que le montant de l'amende, je ne dis pas doit être annulé, mais doit tenir compte si on réfléchit uniquement au caractère dissuasif, le montant de l'amende optimale doit tenir compte des possibles indemnités qui seront reversées aux consommateurs. Alors ça, c'est sur le papier. En théorie, il y a également évidemment des aspects timing, qui est que lorsque l'autorité de concurrence décide de son amende, elle ne connaît pas évidemment les pénalités qui vont être données. Et puis, on pourrait imaginer des systèmes de déductibilité. C'est un peu plus compliqué que ça. Ok. Ça fait la transition parfaite avec une question à Charlotte de Keyser. Justement, cette articulation, comment vous articulez, vous, dans votre réflexion à EFC Que Choisir, la notion de dissuasion par l'action publique, et puis d'autres formes de dissuasion, comme vient de le dire Laurent Flochel, par l'action privée, en particulier l'action de groupe, et pourquoi pas par l'action pénale. Quelle est la réflexion un peu du UFC sur cette notion de dissuasion qui semble aller peut-être au-delà de la seule dissuasion par les autorités administratives ?
Merci. Effectivement, M. Floch a déjà bien abordé le sujet. Moi, en tant que représentant d'une association de consommateurs, j'aurais tendance à partir du consommateur, même si Maître Saint-Esteban considère que ça n'est pas l'acteur principal du marché, pour voir que... pas le seul, effectivement. Pour voir que le pouvoir de dissuasion du consommateur aujourd'hui est nul. C'est-à-dire que finalement, soit lorsqu'il constate une pratique anticoncurrentielle, il va rester dans l'entreprise qui est mise en cause parce que finalement, il n'a pas d'autre choix. Soit il part chez un concurrent, auquel cas, effectivement, la dissuasion peut être à peu près effective. Soit il ne consomme plus, ce qui paraît aujourd'hui assez peu applicable vu la société de consommation que nous avons. Soit il attaque en justice. Et effectivement, aujourd'hui, la justice coûte très cher au regard du montant du préjudice subi. Et en particulier, il a une difficulté à établir la preuve du préjudice. Mais ça, on pourra y revenir concernant le dommage à l'économie. Donc finalement, le consommateur a un pouvoir de dissuasion qui est faible. Il faut donc que l'autorité de la concurrence prenne le relais tant que le consommateur n'a pas cette possibilité de recourir à la justice. Cette possibilité, à travers l'action de groupe, comme nous on appelle les class action, est actuellement discutée, mais l'on voit bien que c'est un sujet qui fait vraiment débat. Je ne suis pas sûre que ce soit l'occasion ici de s'y étendre. Il est bien évident que cette action de groupe aurait la possibilité d'apporter au consommateur dans sa collectivité un pouvoir de régulation du marché et des entreprises. Aujourd'hui, donc, nous nous penchons plus particulièrement sur l'autorité de la concurrence. Est-ce que les sanctions doivent être plus élevées ? En théorie, nous serions effectivement pour cette probabilité. Évidemment, l'entreprise, de toute façon, sert les intérêts des consommateurs, du moins c'est ce qu'elle prétend. Et le consommateur n'a donc pas forcément intérêt à la voir disparaître. Et nous avons bien conscience qu'un montant de sanctions trop élevé risquerait de porter atteinte à sa viabilité. Et de toute façon, l'entreprise en profiterait pour invoquer la capacité contributive auprès de l'autorité de la concurrence pour faire diminuer le sanction de cette amende et finalement limiter l'effet dissuasif de cette sanction. Je pense qu'au-delà même du montant des amendes, on pourrait réfléchir à la dissuasion à travers la prévisibilité de la sanction. Il me semble que transparence et prévisibilité ne sont pas tout à fait identiques. Et si l'autorité de la concurrence se doit effectivement d'annoncer sa méthode d'analyse et de détermination de la sanction, elle n'a pas pour autant l'obligation de permettre à l'entreprise de prévoir totalement le montant de la sanction. Et effectivement, il vaut mieux même que cette prévisibilité soit minimale afin que l'entreprise soit incitée dans le calcul du gain illicite à ne pas mettre en œuvre une pratique anticoncurrentielle. Cela dit, on se rend compte que les sanctions de l'autorité de la concurrence ne suffisent pas à mettre en œuvre la dissuasion optimale. Et partant de là, je rejoins M. Floch sur l'idée qu'il faut développer d'autres types de sanctions qui pourraient être les sanctions pénales, effectivement, sans que cela atteigne des peines de prison. Le fait d'infliger une amende à un individu permet de l'impliquer dans la réflexion de l'entreprise sur son comportement concurrentiel. Cela permettra également aux dirigeants d'inciter ses salariés à respecter ces règles de concurrence et permettront également aux entreprises de déterminer les objectifs des cadres, des dirigeants en cohérence avec les objectifs de l'entreprise et pas seulement sur un court terme avec une maximisation des profits. Donc ces sanctions pénales peuvent se caractériser par des interdictions de mandat. On peut s'inspirer pour cela des modèles américains ou anglais. D'ailleurs, la commission de la concurrence belge s'était également penchée sur la question. Et il me semble qu'en attendant une éventuelle réforme législative en France, l'autorité de la concurrence pourrait davantage appliquer l'article L420-6 du Code de commerce qui lui permet de transmettre ce dossier au procureur de la République. Merci. Alors j'enchaîne aussitôt avec Catherine Prieto sur justement la prise en compte de l'objectif de dissuasion au sens générique du terme, au sens général, par la jurisprudence communautaire. Que pouvez-vous nous dire sur ce point ?
Cette prise en compte est très très ancienne puisqu'on peut relever un grand arrêt qui date de 1983, c'est Musique Diffusion Française. Dans cet arrêt, la Cour de justice reprend les deux grandes fonctions d'une sanction, c'est-à-dire la fonction rétributive, il faut souffrir pour payer l'atteinte portée à l'ordre public économique, et puis la fonction véritablement dissuasive, à seule fin de rendre plus effective le respect des textes. Cette jurisprudence est constante, elle est réitérée encore récemment dans l'arrêt de Lafarge de 2009. Mais je voudrais revenir sur un point d'articulation avec les actions en réparation. Je voudrais dire que cette réflexion qui a été menée par la Commission pour pousser le développement des actions privées vient d'un arrêt de la Cour de justice, c'est l'arrêt Courage. Et il faut bien examiner cet arrêt parce qu'il a un intérêt avec notre débat d'aujourd'hui. Évidemment, il concerne les actions privées. Mais pourquoi la Cour de justice a reconnu un droit à toute victime d'obtenir une réparation? C'est d'abord parce que ça répond à un besoin de justice qui est évident, mais il y a également un autre objectif qui est mentionné par la Cour, c'est l'objet de décourager les atteintes à la violation de ces textes. Et nous avons donc comme fondement à nouveau le principe de dissuasion. C'est donc la raison pour laquelle la Commission a suivi, évidemment, ne pouvait que suivre la Cour de justice, puisque la Cour de justice lui offrait de développer encore plus l'axe de dissuasion. Et il y a cette idée fondamentale selon laquelle eh bien, les amendes ne suffisent pas à confisquer les gains illicites. Parce que dans le cœur de la réflexion sur la dissuasion, il y a bien la nécessité de confisquer les gains illicites. Et bien, dans cet arrêt de la Cour de justice, est reconnu implicitement le fait que les amendes ne suffisent pas à cette action confiscatoire. Alors, je voudrais à nouveau reprendre un point et répondre à Maître Saint-Esteban, parce que cet arrêt Courage, et repris également dans l'arrêt Manfredi, indique bien aux juges et aux États membres de manière générale que le principe d'autonomie procédurale doit être concilié avec le principe d'effectivité. Donc je crois qu'on ne peut pas raisonner de manière très cloisonnée en disant ben voilà, pour la mise en œuvre, nous avons le droit français et puis de l'autre côté, il y a le droit européen. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a un débat entre les autorités, un débat entre les juges. Il s'agit de développer en fait une culture juridique commune. Il s'agit de tricoter ensemble la faisabilité des actions et c'est la raison pour laquelle la Cour de justice somme avec beaucoup d'égards et avec beaucoup de politesse, mais somme par exemple le juge national d'interpréter avec beaucoup de liberté ses propres textes dès lors qu'il ne respecte pas le principe d'effectivité ou le principe d'équivalence. Mutatis mutandis, eh bien, j'ai envie de dire qu'il en va de même pour les autorités de concurrence. Il ne s'agit pas de réfléchir de manière cloisonnée sur des notions, et on parlera tout à l'heure du dommage à l'économie. Il s'agit d'apporter du grain à moudre pour mener une réflexion qui soit proprement européenne. Simon, je sens que vous aviez envie d'ajouter un tout petit mot, mais alors un mot bref, puisque sinon je romps l'égalité de traitement. Hein. Simplement, effectivement, sur le sujet des rôles respectifs de l'action publique et de l'action privée, bon, c'est tout le débat qui a lieu actuellement à Bruxelles. Il y a quelque chose qui me gêne beaucoup dans ce débat. L'action privée en réparation, bien sûr, et de toute façon, qui pourrait s'y opposer? Un dommage a été causé, il doit être réparé. Bon, tout d'abord aussi, je cite les bons auteurs. Il y a quand même un avis du Conseil de la concurrence de 2006 sur l'action de groupe qui nous dit qu'il y a très peu de cas où les consommateurs sont victimes directes. Donc les victimes, il y a des PME, il y a des entreprises en général et il y a des consommateurs. Ensuite, on laisse... je retire de l'exposé de la représentante du Choisir l'impression que sans action de groupe, il n'y a pas de réparation. Je crois que c'est quand même un raccourci un peu saisissant. On peut obtenir réparation et il y a des actions en réparation. Troisième point qui me paraît grave, c'est la confusion. Alors je sais que dans la réparation, il y a toujours un petit peu de sanctions et inversement, mais simplement... Une personne privée ne peut jamais représenter l'intérêt général, même si elle représente un intérêt collectif. Le MEDEF représente un intérêt collectif, celui des entreprises. Il ne prétend pas représenter l'intérêt général. Donc je ne pense pas que les associations de consommateurs qui représentent l'intérêt des consommateurs
et c'est très bien, puissent prétendre se substituer à l'intérêt public. Donc, pour nous, l'Europe avait quand même fait le choix de la priorité à l'action publique par rapport au privé, à la différence des États-Unis. Je ne suis pas sûre qu'il faille remettre en cause cet équilibre, parce que qui dit remise en cause de cet équilibre veut dire aussi qu'il va falloir donner un certain nombre d'éléments pour faciliter cette action privée, et ce sont exactement ces éléments qui sont à l'origine des déviations du système américain en matière de class action. Merci. Ok, deuxième thématique centrale, bien entendu, celle du dommage, puisque vous le savez, il y a une spécificité française. Le dommage figure parmi les 4 critères de l'article L464-2. Alors, Laurent Flochel, première question. Le dommage, ça interpelle forcément l'économiste. Qu'est-ce qu'il faut entendre par dommage à l'économie? Et puis, pouvez-vous nous donner quelques indications sur les quelques grands critères qui vont influer sur son niveau? Merci. Alors effectivement, donc quelques aspects déjà de définition. Qu'est-ce qu'on entend par le dommage à l'économie? C'est très compliqué. Au minimum, ce que comprennent les économistes, c'est que le dommage à l'économie, donc quand il y a par exemple une entente qui conduit à une augmentation des prix, il y a 2 aspects. Il y a un premier aspect qui est un pur transfert des consommateurs ou des clients de l'entreprise, que ce soit des consommateurs finaux ou d'autres entreprises, vers les entreprises qui ont mis en place l'entente. Donc ça, c'est un pur transfert qui, du point de vue du bien-être, est neutre. Enfin, du point de vue collectif est neutre, c'est-à-dire qu'on enlève de l'argent à quelqu'un et on le redonne à l'autre. Et ça, c'est neutre du point de vue collectif. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle une perte sèche. Et là, c'est la perte sèche du fait des unités qui n'ont pas été consommées, des biens qui n'ont pas été consommés, en raison des prix trop élevés. Et ça, c'est perdu pour la collectivité. Donc si on a une vision, une fonction objective pour l'autorité de concurrence, qui est le bien-être global, on ne doit pas prendre en compte le pur transfert de l'un vers l'autre. Maintenant, si l'autorité de concurrence prend en compte uniquement le surplus des consommateurs, elle doit prendre en compte non seulement la perte sèche, ça c'est indiscutable, mais également le transfert qui a lieu de l'entreprise vers ceux qui ont été victimes de l'entente. Et ce pur transfert, qu'est-ce que c'est? C'est exactement le surprofit qui a été réalisé du fait de la pratique anticoncurrentielle. Donc là, on voit bien que si on a une vision un peu étendue du dommage à l'économie, on a d'un côté la perte sèche et de l'autre côté le surprofit qui est réalisé. Alors ensuite, il y a d'autres aspects qui est l'exemplarité que ça peut donner dans l'économie, etc. Ça, moi, je ne comprends pas très bien ce que ça veut dire. En tout cas, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ça, c'est une vision purement de court terme. Ensuite, on peut discuter à plus long terme. On pourrait discuter à plus long terme des effets éventuellement positifs, négatifs d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles. On pourrait partir dans tous les sens, aller expliquer que des cartels de crise, ça peut être favorable, etc. Je pense que là, on dépasse très largement les objectifs qui sont assignés à une autorité de concurrence qui doit se limiter à une vision d'assez court terme, moyen terme, et ne pas partir sur des justifications de cartels, des justifications de pratiques anticoncurrentielles avec des effets structurants sur l'économie, tout ce qu'on veut. Là, je pense qu'on dépasse très largement les objectifs assignés à l'autorité de concurrence. Alors, une fois qu'on a dit ça, donc ça veut dire que aujourd'hui, dans le projet de ligne directrice, on nous dit en gros le dommage à l'économie, ça va servir aussi à quantifier un peu, ça va servir à choisir une valeur entre 0 et 30 ou entre 15 et 30% pour le coefficient qu'on applique à la valeur des ventes. Et donc la question, elle est effectivement, est-ce qu'il faut quantifier? Alors, est-ce qu'il faut quantifier durement ou est-ce qu'il faut au moins donner des ordres de grandeur sur à la fois le surprofit et la perte sèche? Et ma position, moi, c'est de dire que oui, c'est important de donner des éléments, au moins des ordres de grandeur, sur le surprofit et sur la perte sèche. Et sur le surprofit, là, on va revenir sur des choses qui sont indispensables. Et là, on va pouvoir faire le lien, en quantifiant un peu plus sérieusement le surprofit, on va pouvoir faire le lien sur le caractère réellement dissuasif des amendes qui sont mises en place par l'autorité de concurrence, quelle qu'elle soit. Alors sinon, si on veut discuter un petit peu, et là c'est vrai que ma position, c'est de dire qu'aujourd'hui, le projet de ligne directrice, il est, alors on peut dire, soit assez mou, soit assez prudent sur la nécessité de quantifier le dommage à l'économie, et je comprends parfaitement les raisons de cette prudence d'ailleurs, mais du point de vue des économistes, on a quand même envie que systématiquement cette notion de dommage à l'économie, ça l'est déjà à l'heure actuelle, mais soit débattue, soit réellement versée au contradictoire. Et on pourrait d'ailleurs tout à fait imaginer un système comme par exemple en Suisse, où en Suisse, dans un projet de décision, on a à la fois tous les griefs qui sont notifiés et un montant d'amende qui soit proposé, et il y a un contradictoire qui s'instaure sur le montant de l'amende. Donc c'est vrai qu'en France, on a le contradictoire sur le dommage à l'économie au niveau du rapport, mais on pourrait tout à fait imaginer d'aller un peu plus loin dans le contradictoire sur ce point.
Deux mots sur les paramètres, peut-être. Alors peut-être sur les paramètres. Donc sur les paramètres qui définissent le dommage à l'économie. Donc il y a évidemment, le surprofit, ça dépend évidemment des prix qui auraient été mis en place sur le marché en l'absence de la pratique anticoncurrentielle, quelle qu'elle soit, et des prix qui ont été mis en place, des prix des produits offerts, etc., en présence de la pratique anticoncurrentielle. Donc ça veut dire qu'il faut définir ce qu'on appelle la situation de référence ou ce qu'on appelle aussi le contrefactuel, c'est-à-dire la situation qui aurait prévalu en l'absence de la pratique anticoncurrentielle, et d'essayer de comparer cette situation à la situation actuelle. Donc là, après, les paramètres qui vont guider l'ampleur du dommage à l'économie, c'est les caractéristiques de la demande, dont l'élasticité de la demande par rapport au prix, c'est-à-dire la sensibilité de la demande par rapport au prix, mais aussi beaucoup d'autres critères. Et finalement, ce qu'on mesure, ce sont les effets réels de la pratique. Et là, je pense qu'on va assez dans le sens de ce qui a été dit ce matin. Les effets réels de la pratique, année par année, et pas en prenant uniquement la dernière année, en multipliant par le nombre d'années. Donc, année par année, les effets réels de la pratique. Et ça dépend de plein de facteurs différents, en commençant par les stratégies réellement jouées par les entreprises, par les barrières d'entrée qui existent sur le marché, par la structure de marché, par le niveau des marges, etc. Ok, merci. Alors justement sur cette notion de dommage, il y a dans les contributions un point qui remonte assez fortement, si j'ai bien écouté le président ce matin, et qui est d'ailleurs un point de convergence entre UFC Que Choisir et le MEDEF. Vous voyez, tout est possible. C'était cette idée qu'au fond, il faut peut-être aller au-delà de l'appréciation qualitative du dommage pour aller vers une appréciation purement quantitative. Peut-être, Charlotte de Keyser, pourquoi UFC Que Choisir ? Je crois que votre président a déclaré publiquement que les consommateurs souhaitaient que l'autorité aille au-delà d'une appréciation pour aller vers du quantitatif pur et dur. Quelle est la motivation quelle est l'argumentation qui est derrière cette affirmation ? Alors, il faut reconnaître que l'autorité de la concurrence, effectivement, n'a pas pour fonction de défendre les intérêts des consommateurs, tout comme l'association de consommateurs n'a pas vocation à défendre l'intérêt public ou l'ordre public. Donc, l'autorité de la concurrence aurait toutefois une utilité à intervenir sur la détermination ou des éléments de détermination du préjudice subi par les consommateurs à travers une quantification du dommage à l'économie, dans la mesure où l'autorité a pour mission la protection du marché ainsi que celle du consommateur, puisque ces deux protections sont relativement interdépendantes. Et on a pu le voir dans l'avis du Conseil de la concurrence que le consommateur est considéré comme un véritable acteur et un allié des autorités publiques dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Ainsi, l'autorité, par cette démarche, soumettrait les entreprises à un risque accru d'augmentation des sommes auxquelles elles pourraient être condamnées et donc, par ce biais-là, incite à une dissuasion maximale. L'intervention de l'autorité de la concurrence est par ailleurs nécessaire, effectivement, comme je le disais tout à l'heure. Aujourd'hui, il n'y a pas d'action en réparation effective pour les consommateurs. Donc je me permettrai de revenir un petit peu plus sur une action qui a été engagée par l'UFC Que Choisir et un certain nombre de consommateurs à la suite d'une décision rendue par le Conseil de la concurrence concernant l'entente entre les opérateurs de téléphonie mobile. Et donc à la suite de laquelle nous avons tenté d'obtenir réparation. Et il s'est avéré que si un consommateur peut éventuellement se présenter devant un tribunal en application des règles du Code de procédure civile, il se trouve que le préjudice subi à titre individuel était de 2 mois d'abonnement sur une période de 3 ans. Enfin, du moins, le préjudice total individuel subi était de 2 mois, c'est-à-dire à peu près 60 € pour une période d'entente qui était de 3 ans. Ce qui fait qu'effectivement, le montant en soi n'est pas très important, même si multiplié par 20 millions d'abonnés, ça commence à faire un chiffre important. Et partant de là, le consommateur tout seul n'a pas agi ou n'a pas voulu le faire. Et donc, l'UFC Que Choisir s'est joint à un certain nombre de consommateurs et les a aidés dans leur démarche. C'est ainsi que 12 500 consommateurs ont saisi le tribunal de commerce. Malheureusement, je dirais, les règles de droit nous ont été opposées après interprétation du juge, considérant que l'action que nous avions empruntée n'était pas la bonne. Ce qui démontre bien finalement que, au-delà même de l'estimation du préjudice, puisque les études économétriques n'ont pas été discutées, le recours en justice n'était pas véritablement efficace pour obtenir une réparation effective et ainsi dissuader d'une action anticoncurrentielle de la part des entreprises. Il est donc nécessaire pour l'autorité de la concurrence d'intervenir et d'apporter son soutien pour les consommateurs.
D'autant plus que c'est un expert incontesté en droit de la concurrence. Elle a une expertise qui est largement plus importante que celle des tribunaux, bien que maintenant, depuis 2005, il y ait des tribunaux spécialisés. Dans cette mesure-là, on incite effectivement l'autorité de la concurrence à quantifier le dommage à l'économie. Si nous sommes contre une prévisibilité parfaite du montant de la sanction et donc pas forcément pour des indices précis sur chacun des aspects de ce dommage, on considère effectivement que certains aspects tels que les conséquences conjoncturelles ou structurelles de l'entente pourraient être détaillés et permettre ainsi aux consommateurs d'apporter des éléments de détermination du préjudice subi au juge civil qui pourrait ensuite, de son côté, soit solliciter l'avis de l'autorité de la concurrence en tant qu'amicus curiae, ou bien enclencher des démarches supplémentaires, comme lui permettre le Code de procédure civile, pour déterminer finalement le montant total du préjudice et ainsi indemniser correctement les consommateurs. Merci Madame Joëlle Simon. Peut-être à la fois une réaction et puis quelle est la position du MEDEF pas sur le dommage, sur l'équilibre entre l'appréciation qualitative et l'appréciation quantitative. Parce que là, j'ai cru entendre qu'il y avait une sorte d'effet boomerang. C'est-à-dire que tous les deux, vous réclamiez du quantitatif, mais pas forcément pour le même usage. Ah, c'est bien, c'est bien d'avoir un professeur d'université. Ils sont très intelligents. Non, ils ne sont pas intelligents. Alors sur le dommage à l'économie, bon, ça a été rappelé que c'est une spécificité française. Et il y a quelquefois des bonnes spécificités françaises parce que sanctionner une pratique qui serait dépourvue d'effet sur l'économie n'aurait pas grand sens. Alors une décision qu'on n'a pas citée, c'est quand même la décision de la Cour de cassation de 2010, qui a mis un terme à la présomption d'existence du dommage. Et donc ça nous paraît important. Ce qui veut dire, selon nous, que l'autorité de la concurrence va devoir apporter la preuve de l'existence du dommage, de son importance et effectivement de le quantifier. Alors, l'exercice n'est pas simple. Je ne suis pas une économiste et ça, je laisserai ces calculs et ces études à mon voisin, mais ça nous paraît tout à fait important, effectivement, qu'il y ait cette obligation, en tout cas, de montrer l'existence du dommage, bien sûr, son importance et de le quantifier. Alors, le lien avec le préjudice qu'ont pu subir les personnes victimes de l'infraction. Alors, je sais bien que le préjudice à l'économie ne recouvre pas le préjudice subi par les victimes, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas quand même une zone de recoupement. Et cette zone de recoupement, je pense qu'on ne peut pas l'ignorer. Et ce qui nous gêne un peu dans le projet de communiquer, c'est que justement, il n'y a pas cette prise en compte d'un engagement que peuvent prendre les entreprises d'indemniser les victimes. Et à partir du moment où il y aurait cet engagement, il nous paraîtrait normal que l'autorité puisse tenir compte du fait que le préjudice subi par les victimes a été réparé, ou en tout cas que l'entreprise s'y est engagée. Et pour être sûr que cet engagement soit un engagement qui soit tenu, je pense qu'on pourrait utiliser une modalité du droit pénal qui nous paraît intéressante, c'est de permettre une possibilité d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve lorsque le dommage serait en voie d'être réparé et que le trouble résultant de l'infraction aurait cessé. Juste peut-être sur la téléphonie, bon, je crois que c'est une affaire très complexe. Alors l'exposer en 2 minutes du côté de l'UFC comme de mon côté, ça serait sans doute caricatural. Simplement rappeler qu'il y a eu aussi un choix délibéré de la part, et c'est un choix politique que je respecte, de choisir une voie qui n'était pas la voie qui aurait peut-être juridiquement être choisie pour montrer qu'absolument il fallait une action de groupe, une action collective qui soit différente de celle qui existe. Bon, le préjudice, mais vous l'avez rappelé à la fin, c'est préjudice estimé parce que seul le tribunal peut déterminer quel était le préjudice subi. Et puis, moi, je suis un petit peu étonnée toujours parce que c'est toujours ce cas qu'on nous cite et il commence à être un peu ancien. Alors, voilà, merci. Alors, Catherine Pietto, sur cette notion justement de quantification, jusqu'où faut-il quantifier? Quel peut être quel est votre regard sur cette question? Ce qui nous amène d'ailleurs à une question plus générale. Au fond, quelle est la place du dommage? Quelle place doit occuper le dommage, en fait, dans la sanction? Oui, l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire Mobile a remis en perspective toute cette singularité française, mais à mes yeux, elle a un très grand intérêt. Le dommage à l'économie permet de servir l'acceptabilité sociale de la sanction par les auteurs. Donc cela fait sens. Et puis, le dommage à l'économie permet aussi de susciter une adhésion sociale
des citoyens à cette politique européenne de concurrence. Donc à ces deux égards, acceptabilité sociale par les auteurs et adhésion à la politique de concurrence, je trouve que c'est une bonne chose, c'est un bon débat et c'est une bonne orientation qu'a prise la Cour de cassation. Néanmoins, parce que ça sert véritablement à la crédibilité de ce droit antitrust. Néanmoins, j'ai quand même une petite réserve qui est sur le terrain de la bonne administration de la justice, et là j'en viens pratiquement à la quantification. Et cette question d'économie procédurale me semble soulever un paradoxe, parce que finalement, nous avons, pour la bonne administration de la justice, nous avons un coût de la détection. Nous avons un coût maintenant de la sanction. Je crois que cette addition pourrait être lourde. Et là, il me semble qu'il y a un abandon d'une présomption qui est quand même éminemment utile, c'est celle de la qualification de la restriction par l'objet anticoncurrentiel. Il y a un découplage qui peut être regrettable, puisque en amont, on peut bénéficier d'une présomption, et puis cette présomption en aval, au stade de la détection, est ruinée. Bon, mais néanmoins, je crois que cet arrêt de la Cour de cassation peut être interprété de manière tout à fait utile et raisonnable, en ayant la ligne de conduite que la quantification doit être une obligation raisonnable. Alors d'autant plus raisonnable que finalement, nous sommes à contre-courant de l'orientation qui est suivie par la Commission européenne. Dans les lignes directrices de 1996, de 1998, la gravité pouvait être caractérisée par un impact concret sur le marché. Et la Cour, dès lors qu'il était mesurable. Voilà le point qui était ajouté et qui me paraît important, parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu, finalement, dès lors qu'il était mesurable. Et cet argument a été invoqué à de nombreuses reprises par les entreprises, et la Cour de justice, dans les arrêts Archer-Daniels, dans l'arrêt Prime, la Cour de justice a bien rappelé, dans la situation, ce n'était pas possible véritablement de mesurer. Bon, et puis finalement, dans les lignes directrices de 2006, cette expression impact concret de l'infraction sur le marché a disparu. Et finalement, la gravité est caractérisée dans une formule générale. Eh bien, elle sera appréciée au cas par cas en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l'espèce. Sous-entendu, eh bien, si on peut caractériser l'impact réel sur le marché, on le fera. Alors, cette évolution, eh bien, c'est le résultat d'une expérience de la Commission. Elle ne peut pas être totalement écartée. Donc, on peut considérer que la singularité française, ici, doit être appliquée, doit être mise en œuvre de manière raisonnable. La quantification, eh bien, elle sera utile, mais elle ne doit pas être envisagée, au regard de cette expérience européenne, elle ne doit pas être envisagée de manière trop lourde. Elle est quand même utile, et je rebondis sur ce point. C'est pour ça que je pense que cette ouverture par la Cour de cassation est éminemment utile. Elle est utile pour servir ce principe de dissuasion que j'évoquais tout à l'heure par le biais des actions privées. Et c'est important que l'autorité de la concurrence saisisse ici cette opportunité d'une bonne articulation entre action publique et action privée. Et je ne vois pas pourquoi on se priverait de la possibilité dans la rédaction des motifs, par exemple, d'indiquer... s'il n'y a pas quantification totale, d'indiquer par exemple les tests économétriques qui seraient particulièrement utiles pour une action privée. Il va y avoir des orientations, une guidance par la Commission pour les actions privées sur la quantification des dommages. Mais moi, je verrais bien une articulation entre ce projet de rédaction des orientations, d'une guidance, et puis finalement la réflexion au cas par cas qui serait faite par l'autorité, qui pourrait indiquer au juge national, eh bien, dans ce cas d'espèce, tel test économétrique est particulièrement viable et fiable. Donc je crois qu'il faut se féliciter de cette ouverture faite par la Cour de cassation, parce qu'elle ne pourra que donner plus de crédit et de crédibilité au droit antitrust. Merci Catherine. Alors nous allons aborder le troisième sujet. Je vois que le temps avance, les œufs commencent à être bien cuits. Sujet 3, c'est sur donc l'individualisation de la sanction.
et essentiellement le point 42 du projet de communiqué, avec l'idée de prendre en compte dans un second temps éventuellement la taille ou la puissance globale de l'entreprise ou du groupe. Alors Laurent Flochel, qu'est-ce que cela inspire à l'économiste, cette idée de finalement pouvoir éventuellement corriger le montant de base en tenant compte, outre les circonstances aggravantes et atténuantes, tenir compte de cette notion de taille et de puissance globale? La réponse est assez tranchée cette fois-ci. Ce que ça m'inspire, c'est pas grand-chose de bon, dans la mesure où là encore, il y a une pratique anticoncurrentielle qui est mise en place sur un marché. Cette pratique anticoncurrentielle, elle a des effets qu'il faut mesurer. Ces effets conduisent à un dommage qu'il faut, dans la mesure du possible, essayer de quantifier. Et le fait que cette pratique, que ce dommage, que l'entreprise à l'origine de ce dommage soit une multinationale ou une entreprise locale ou une entreprise qui soit présente uniquement sur ce produit-là, ça n'a aucun impact, aucun effet sur l'ampleur du dommage. Donc là, ma réponse, elle est simple, elle est de dire essayons de mesurer le dommage le plus proprement possible. Et le fait de savoir si l'entreprise est une multinationale ou une PME n'a rigoureusement rien à voir avec les effets de la pratique. Et ça, la règle, elle devrait être assez simple, elle devrait être de dire la même pratique anticoncurrentielle mise en place sur le même marché et ayant exactement les mêmes effets, doit conduire à la même amende. Et il n'y a pas de raison de prendre en compte la taille de l'entreprise, le fait que ce soit une plus ou moins grosse entreprise sur le marché. Et pour répondre aux remarques qui ont été faites par M. Gage ce matin, si l'entreprise, par exemple, s'est indûment enrichie, a grossi tout ce qu'on veut, a pu racheter ses concurrents, mais dans ces cas-là, c'est les effets de la pratique qu'il faut mesurer et pas sanctionner en soi une entreprise parce qu'elle est plus grosse. Enfin, sanctionner plus durement une entreprise parce qu'elle est plus grosse. Là, à mon sens, il n'y a vraiment aucune rationalité à ça. Le deuxième point sur lequel je voudrais dire un mot aussi, c'est sur ce qu'on appelle la gravité. Et là, pour moi, c'est quelque chose qui est relativement choquant également, qui est pour moi, qui est du ressort de l'idéologie, qui est de dire qu'un cartel, c'est plus grave en soi qu'un abus de position dominante, qui lui-même est plus grave qu'une restriction verticale. Donc je sais que c'est la pensée commune, mais je ne vois pas en quoi un cartel serait plus grave qu'un abus de position dominante. Un abus de position dominante qui serait commis par une entreprise qui a tué tous ses concurrents et durablement, que plus personne ne rentre, qui reste en monopole non régulé sur ce marché, la situation sur le marché, ce sera un monopole non régulé. Et ça, c'est pas pire comme situation qu'une entente où, dans le meilleur des cas, les entreprises auront facturé le prix de monopole. Donc ça, pour moi, c'est vraiment de la pure idéologie que de dire qu'un abus de position dominante, c'est toujours moins grave qu'un cartel et que la fourchette pour un cartel commence à 15% et que pour un abus de position dominante commence à 0%. Eh bien, ça a le mérite d'être clair. Par contre, c'est clair, mais je vois que ça suscite des réactions, y compris chez les économistes. Donc, ce qui veut dire que les économistes, en tout cas, ne sont pas unanimes sur ce point. Et en particulier, je ne partage pas votre point de vue, mais comme je suis un gentil organisateur, je ne m'exprimerai pas. Mais je crois avoir compris à la moue de Anne qu'elle n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde que vous. Peut-être on répondra tout à l'heure pour ne pas pour poursuivre. Alors, Charlotte de Keyser, justement, sur cette notion de taille, de puissance globale, partagez-vous le point de vue de Laurent Flochel? Enfin, quelle est la position du FC Que Choisir sur ce point? Sur ce point, c'est vrai que je rejoindrai cette position. Effectivement, je ne comprends pas vraiment en quoi le nombre de salariés au sein d'une entreprise peut avoir un impact sur la détermination de la pratique. Cela dit, pour revenir sur le montant des sanctions, je pense qu'effectivement, il ne faut pas forcément s'étonner qu'une entreprise ayant une influence importante sur le marché, ayant éventuellement incité les entreprises à se joindre à l'entente qu'elle a mise en œuvre ou à laquelle elle a contribué. Donc il ne faut pas s'étonner que ce montant de sanctions soit plus important lorsque l'entreprise est plus importante. Donc il ne faut pas non plus écarter complètement la proportionnalité de la sanction. Pour ce qui est de la gravité donc, des pratiques et leur ordre d'importance, je reviendrai plus spécifiquement sur le fait que pour le consommateur, effectivement, ce qui est important, c'est les effets de la pratique et finalement de déterminer le montant le plus approprié en fonction des effets qui ont été causés, aussi bien pour les concurrents de l'entreprise en cause, puisque de toute façon, cela rejaillira sur le consommateur à un moment ou à un autre, même si l'entreprise victime n'a pas nécessairement transféré l'ensemble du préjudice qu'elle a subi sur le prix final au consommateur.
Merci Catherine Prieto. Peut-être un éclairage communautaire sur que dit la jurisprudence, parce qu'on va quand même faire un petit peu de droit communautaire. Que dit la jurisprudence, s'il y a quelque chose à dire sur la taille, sur la puissance? Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je ne partage pas le point de vue sur la limitation de la sanction aux effets. Je crois qu'il faut donner des signaux extrêmement forts lorsqu'il y a un objet anticoncurrentiel. Et c'est un axe de prévention qui relève de la dissuasion à l'état pur. Donc, pour moi, l'exemple qui était donné tout à l'heure dans l'affaire britannique me paraissait surréaliste. Je crois qu'il faut au contraire sanctionner sévèrement, et c'est de l'ordre de la mission pédagogique, tout simplement, de l'autorité ou de la Commission européenne. Et ceci participe de la dissuasion qui en fait est sous-jacente à toute cette méthodologie pour dégager la plus juste sanction possible. La dissuasion ne concerne pas simplement la récidive. La dissuasion concerne également la question de l'objet. Alors, pour ce qui concerne la taille et la puissance globale de l'entreprise, c'est un élément qui est bien pris dans la jurisprudence de la Cour de justice, et ceci depuis le fameux grand arrêt que je citais, c'est l'arrêt Musique Diffusion de 1983. Il ne faut pas s'intéresser simplement à la dissuasion au regard de la personne qui a commis le dommage, mais également à l'égard des autres. Mais à cet égard, il faut bien prendre en compte la taille et la puissance économique de l'entreprise. Ceci est repris dans un arrêt du 17 juin 2010, bien d'autres auparavant, mais plus récemment l'affaire Plaque en plâtre. Et je cite l'attendu de la Cour, qui me paraît quand même assez éclairant. La Cour a ainsi jugé que le tribunal était fondé à estimer qu'une entreprise, en raison de son chiffre d'affaires global, entre guillemets, énorme, par rapport à celui des autres membres de l'entente, mobiliserait plus facilement les fonds nécessaires pour le paiement de son amende, ce qui justifiait, en vue d'un effet dissuasif suffisant de cette dernière, l'application d'un multiplicateur. Donc nous sommes vraiment dans le droit fil de ce qui a été dégagé par la Commission et reconnu par la Cour de justice. Il y a une multitude d'éléments, ça c'est extrêmement clair dans la jurisprudence de la Cour, il y a une multitude d'éléments qui permettent de servir ce principe de dissuasion et donc ce principe d'effectivité. Et parmi ces éléments, eh bien, figure cette question de la puissance globale de l'entreprise. Merci Catherine. Je crois que Mme Joëlle Simon souhaite réagir. Ça me fait penser à une fable de La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable. Je crois que l'existence et le fait d'appartenir à un groupe, c'est l'inverse. Bon, c'est pas grave, je suis un peu fatiguée. C'est la fable de La Fontaine revue par Joëlle Simon. Voilà. L'appartenance à un groupe ne saurait, à notre avis, constituer une circonstance aggravante en tant que telle, pas plus que la puissance économique, la taille, la notoriété. Sauf si cet élément a eu un rôle effectif dans le comportement anticoncurrentiel. Je crois qu'il faut qu'il y ait ce lien. Et peut-être que dans les décisions que vous citiez, madame, c'est parce qu'il y avait un lien qui montrait que le groupe avait tiré argument de sa taille, enfin pas argument, mais pour peser sur la raison de l'entente. Mais oui, mais c'est pas la même chose de dire que le seul fait que vous soyez grand ou que vous apparteniez à un groupe, ça suffit. Je veux dire, il faut dans le processus que vous démontriez, ça me paraît normal. On est quand même dans un domaine qui est très proche du droit pénal. Ça me paraît le minimum qu'on exige la preuve qu'il y a eu un rôle du fait de ces éléments. Et je voudrais aussi dire un mot, puisque sur la responsabilité des mères sur les filles, on est quand même aussi dans un sujet qui est proche. La loi précise quand même que les sanctions sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné. Et donc, on est bien dans un principe de personnalité des peines. Et à cet égard, nous sommes un petit peu désolés que l'autorité de la concurrence n'ait pas saisi l'occasion de ce projet de communiqué pour dire quelque chose sur le rôle des maires. Et
pour nous, la responsabilité de la société mère n'est envisageable que dans la mesure où cette dernière a directement et personnellement participé à l'infraction dans des conditions de droit commun. La présomption, ça a été évoqué encore lors de la première table ronde, qui est quasiment irréfragable, qui consiste à dire que la mère est nécessairement responsable, nous paraît quand même extrêmement critiquable dans un domaine qui est très proche du domaine du droit pénal. Merci. Merci. Alors, avant de donner la parole à la salle, je crois que Catherine Prieto, tu voulais... C'est juste sur ce point de l'unité économique qui fonde cette présomption de responsabilité lorsque la détention du capital est à 100%. Je crois qu'il faut tirer toutes les conséquences juridiques de cette unité économique entre la mère et la filiale. Bon, aller en dehors de cette détention du capital à 100%, eh bien, il faut rapporter la preuve de cette entité économique par un comportement unique sur le marché, mais je crois que c'est quand même être peu réaliste que de vouloir s'arc-bouter sur ce principe de responsabilité personnelle lorsque le capital est détenu à 100%. Donc je crois que la Cour de justice a été, somme toute, réaliste. Alors la parole à la salle, qui souhaite intervenir sur les trois sujets que nous avons abordés ce matin. Anne Perrault. Merci beaucoup. J'espère que vous ne considérez pas que je monopolise trop la parole, mais c'est un sujet vraiment très économique qui a été abordé dans cette deuxième table ronde. Et je voulais revenir sur certains des points, notamment qui ont été développés par Laurent. Alors, je dois dire que je suis d'accord avec beaucoup des points qui ont été développés par Laurent, mais il me semble qu'il y a une toute petite contradiction dans le premier volet de la discussion. Laurent dit, et là je suis d'accord avec lui, il dit ça rentre pas dans le rôle finalement des autorités de concurrence d'aller se préoccuper des effets d'un cartel sur les structures de marché, sur la structuration des entreprises, et donc en réalité ce que Laurent dit et ce avec quoi je suis d'accord, c'est que les autorités de concurrence ne peuvent pas poursuivre un objectif de surplus global, au fond, et décider comment un marché donné fonctionnerait au mieux, combien il faudrait qu'il y ait d'intervenants, qui devrait rentrer sur ce marché, qui devrait en sortir, qui sont les bons compétiteurs et qui sont les mauvais, etc. Et avec ça, je suis d'accord. Mais ça a une conséquence, c'est que l'objectif des autorités de concurrence, peu ou prou, c'est la défense, alors peut-être pas des consommateurs au sens strict, mais en tout cas des acheteurs. Et si c'est la défense des acheteurs, alors, pour reprendre un jargon d'économiste, mais tous les économistes dans la salle verront bien de quoi je parle, on doit s'occuper pas seulement du triangle, mais du rectangle aussi. Voilà. Donc, alors, en gros, à quoi je fais référence quand je dis ça ? En gros, une entente, ça, pour se borner à un exemple simple, ça augmente les prix. Donc, ceux qui continuent à consommer paient plus cher et donc transfèrent de l'argent à l'entreprise qui a augmenté, qui a contribué à faire augmenter les prix sur le secteur. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la consommation découragée par l'augmentation des prix. Donc, ça, cette dernière chose, c'est le triangle. Et c'est évidemment un peu plus compliqué à évaluer. Ce qu'on évalue très bien, c'est quand on regarde, tous ceux qui ont continué à consommer, ils auraient dû payer 1, ils ont payé 1,2, donc le dommage au consommateur, il peut être évalué en multipliant ce 0,2 additionnel par le nombre d'unités consommées. Bon. Ça, c'est le rectangle. Si on dit qu'on s'intéresse au bien-être des acheteurs, qu'ils soient entreprises ou consommateurs, on s'intéresse nécessairement à ce transfert. Et donc, il me semble qu'on ne peut pas l'ignorer. Même si, en tant que transfert, il n'a rien à voir avec la taille du surplus global. Il ne s'occupe pas de la destruction de valeur, le transfert. Mais on doit s'en occuper. D'accord. Mon propos de dire il faut mesurer le surprofit. D'accord. Okay. C'est exactement le propos du surprofit. Alors, ok, on est complètement d'accord là-dessus. Mais tu vois qu'on doit quand même s'occuper du rectangle Totalement et pas seulement du triangle. Totalement d'accord. Alors, ensuite, le deuxième point, c'est cartel versus abus de position dominante, gravité, etc. Je crois qu'un des grands progrès réalisés quand même par le droit de la concurrence, c'est moins de 10 dernières années, disons c'est 5 ou 6 dernières années, c'est de dire que, notamment en matière d'abus de position dominante, l'approche par les effets, c'est-à-dire celle qui consiste à essayer de regarder, de comprendre quelle est la stratégie menée par l'entreprise, quel est son comportement, pourquoi est-ce qu'elle met en œuvre ses ventes liées, ou pourquoi est-ce qu'elle discrimine entre les consommateurs, etc. Au centre de tout ce débat, il y a quand même les gains d'efficience.
A-t-on un débat symétrique en matière de cartel? Je ne parle pas d'accords horizontaux, évidemment. Mais en matière de cartel, non. Pourquoi? Mais parce que le seul objectif d'un cartel, et qu'on me cite un cartel qui vise à autre chose que ça, c'est de se partager un gâteau au détriment des acheteurs. Et donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on discute à l'infini de savoir si c'est plus grave que de mettre en place des ventes liées. Il me semble que dans le cas par exemple, des ventes liées, mais je pourrais prendre évidemment beaucoup d'autres exemples de pratiques unilatérales, on est légitime à se poser la question de savoir si l'entreprise n'a pas voulu rechercher, après tout, une extension de sa part de marché, chose parfaitement légitime, la maximisation de son profit par la mise en œuvre de telle et telle stratégie, chose parfaitement légitime aussi. Et donc, on voit bien que la compréhension des mécanismes est centrale. Dans le cas d'un cartel, je suis désolée, mais la gravité, elle est inscrite dans la pratique. Et donc, moi, ça ne me choque pas du tout. Alors, évidemment, je plaide un peu pour ma paroisse, mais ça ne me choque pas du tout qu'on se dise on ne va pas passer des heures à se demander si oui ou non un cartel, en l'occurrence, a été grave ou pas. Je trouve que c'est une économie aussi c'est une économie quand même de moyens de se dire quand on a des entreprises qui décident de se partager les marchés, de ne jamais s'agresser et d'en profiter pour augmenter les prix sur leur marché réservé de 10%, c'est pas la peine de passer beaucoup de temps à essayer de démontrer que c'est grave. Je vais répondre juste en 2 mots. Sur le fond, je pense qu'il y a 2 problèmes différents. Il y a le fait de dire est-ce que la pratique est illicite ou pas, et on est tous d'accord sur le fait de dire quand on fait une question d'abus de position dominante, il faut regarder les gains d'efficacité, etc., faire la balance globale, etc. Mais une fois que la balance globale, pris en compte les gains d'efficacité, est négative, c'est-à-dire qu'on dit là, il y a clairement un abus de position dominante, le cas extrême qui est quelqu'un qui a tué tout le monde, ad vitam aeternam, il n'y aura plus jamais l'entrée sur le marché, donc là on fait la récupération des pertes, vraiment le cas d'école. Là, dans ces cas-là, dans ces cas-là, une fois que la pratique est établie, après il faut mesurer les effets. Est-ce que mon propos, il le dit dire que les effets d'un abus de position dominante, lorsqu'il est réellement avéré, il n'y a pas de raison de considérer que cet effet-là est moindre que l'effet d'un cartel. C'est ça mon propos. Après, sur le fait de dire, pour qualifier le caractère illicite ou licite de la pratique, là, il faut regarder les effets réels, etc. Là, on est tous d'accord. D'autres questions? Maître? Oui, tout d'abord une remarque pour Madame de Keyser sur les actions civiles. Je comprends bien professionnellement, elle est en charge des consommateurs, mais je peux vous dire, c'est ce que je voulais dire ce matin, qu'il existe actuellement beaucoup d'actions civiles dont on ne parle pas, qui se terminent souvent par des transactions confidentielles, mais qui entraînent des paiements très importants de la part des entreprises en sus des amendes. Ça, c'est une réalité, donc il faut en tenir compte, c'est tout. Bon. Deuxièmement, en ce qui concerne monsieur le professeur Flochel, sur la sanction optimale, je crois me souvenir que, après avoir exposé très bien la sanction optimale il y a quelques mois ou 1 an ou 2, comme vous l'avez fait aujourd'hui, vous aviez terminé votre propos par une référence très intéressante, double d'ailleurs. Premièrement, quant au caractère réaliste de la chose. Et je crois que vous aviez évoqué des statistiques aux États-Unis selon lesquelles, si on avait appliqué la technique économique là, avec les 2 jambes et la détection, le critère, etc., je crois qu'il n'y avait que 17% des entreprises qui avaient été sanctionnées qui auraient pu payer l'amende et 50% qui déposaient le bilan immédiatement. Et donc, la question est celle du réalisme. C'est une, je ne sais pas comment il faut dire, je ne suis pas économiste, théorie ou capacité à payer. C'est ça. Voilà. Mais ensuite, le réalisme de la sanction qui doit préoccuper, je pense, l'autorité est une autre question. Et dernier point pour Madame Prieto, pardonnez-moi, Madame le professeur. Je crois que sur je reviens pas, mais sur le lien avec le droit communautaire et le dommage à l'économie. D'abord, il faut limiter quand même la portée de l'arrêt Courrèges chez Manfredi, dans la mesure, limiter, il faut déterminer la portée exacte. C'était quand même des cas où il n'y avait pas de recours du tout pour la victime. Bon, premièrement. Deuxièmement, ce qui est le plus important pour le dommage à l'économie.
la question que vous posez. Vous dites finalement, tout en disant que l'arrêt Orange est bon, qui dit quand même qu'il faut prouver le dommage à l'économie, qu'il faut même l'évaluer, puisqu'on parle d'un critère. Dans la mesure du possible. Non, mais attendez. Non, mais qu'il faut... Pardonnez-moi. À partir du moment où on évoque un critère, à partir du moment où on dit qu'il faut... Parce que c'est un moyen de cassation. Un moyen de cassation du fait qu'on n'a pas tenu compte dans les... Alors, je ne sais pas comment il faut dire. Qu'on n'a pas tenu compte de la sensibilité au prix. Ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait un processus d'une certaine évaluation, je ne dis pas comment, mais qui doit tenir compte en tout cas de ce critère. Bon, donc je reviens à cela. La vraie question, il n'y en a qu'une. Est-ce que le droit français est en opposition avec cette question de dommage à l'économie par rapport au droit communautaire, une opposition telle que l'effectivité serait atteinte, l'effectivité du droit communautaire. Or là, la Cour de justice, vous l'avez dit, reconnaît que l'effet dommageable peut être un élément déterminant, enfin un élément à prendre en considération. Parmi tous les éléments qu'elle dit, elle a une formule très vaste, elle dit qu'il faut prendre tous les éléments pertinents. Est-ce que c'est un élément pertinent ou pas? Bon, comme à plusieurs reprises elle a admis qu'il puisse être pris en considération, elle a dit que ce n'était pas obligatoire, mais qu'il puisse être pris en considération. Elle a d'ailleurs apprécié dans ces cas si on avait bien fait, etc. Voilà. Oui, mais donc c'est un élément pertinent. Ce qui fait que la France, en disant qu'elle considère cet élément tellement pertinent qu'elle l'a mis dans la loi, je ne vois pas en quoi il y aurait un problème de cohérence avec le droit communautaire. Mais je réponds tout de suite. Oui. Il n'y a absolument aucun problème de cohérence. J'indique simplement... Non, je disais que nous étions quand même à contre-courant par rapport à l'évolution des lignes directrices, puisque cette mention d'un impact concret sur le marché a disparu. Mais il n'en demeure pas moins que la Commission se réserve la possibilité de l'invoquer, comme toujours, puisqu'elle invoque toutes les circonstances. Vous avez parfaitement interprété le point. Mais nous ne sommes pas en opposition frontale. Nous sommes simplement dans une obligation de rapporter la preuve, et elles peuvent être rapportées de différentes manières. Donc ce n'est pas nécessairement une quantification. Et je crois que le projet de communiqué donne un moyen de conciliation qui me paraît tout à fait viable. C'est celui de rapporter la preuve par des éléments qualitatifs. Il y a un juste dosage. Et c'est aussi une question d'économie procédurale. Il y a un juste dosage. Et ceci se rapporte au principe, à l'adage, à l'impossible, nul n'est tenu. Il y a un juste dosage entre la quantification et la preuve par des éléments qualitatifs. Et cela dépend des circonstances de la cause. Simplement, je pense que la Commission, par la rédaction de ces lignes directrices, semble ne plus trop s'intéresser à cet élément. L'originalité de la situation française, c'est que l'autorité doit s'intéresser à cet élément. Voilà. Et c'est peut-être sur ce point, dans les débats entre les autorités dans le cadre du réseau, c'est peut-être sur ce point que l'expérience française sera extrêmement enrichissante. Mais devra nécessairement s'intéresser sur la caractérisation. Mais elle peut le faire de différents moyens. La quantification doit être est utile et elle doit être encouragée. Et je fais ce lien avec les actions privées. C'est pour ça qu'il ne faut pas, éviter cet intérêt. Il faut au contraire l'exploiter. Et j'en reviens à cette question d'articulation entre action publique et action privée. Je crois qu'il faut encourager les actions privées lorsqu'elles sont initiées par les associations de consommateurs, mais également lorsqu'elles sont initiées par les PME. Et sur ce point, je crois que la caractérisation du dommage à l'économie est aussi utile. On s'intéresse, la Cour de cassation nous demande de nous intéresser également, surtout, à la perte sèche, puisque vous l'avez parfaitement relevé, il faut
il faut caractériser le dommage à l'économie par la sensibilité de la demande au prix. Cela fait référence à la perte sèche. Non, oui. Pas uniquement. Enfin, c'est un élément pour déterminer la perte sèche. Alors, la question que je pose aux économistes est la suivante. Si on caractérise la perte sèche, est-ce qu'on ne caractérise pas de manière plus ou moins directe le manque à gagner des entreprises ? Des victimes de l'entente, vous voulez dire? Oui. Non, là encore, il y a 2 points, c'est ce qu'a rappelé Pierre tout à l'heure. Il y a d'une part le pur transfert de ceux qui ont fait la pratique vers ceux qui sont victimes de la pratique. Et ça, si on regarde ça d'un point de vue global, on enlève 1 à quelqu'un, on donne 1. On donne 1, ça c'est le transfert. On enlève 1 à quelqu'un, on le redonne à l'autre, ça fait plus 1, moins 1. Au global, ça fait 0. Donc si on raisonne globalement, c'est neutre, mais si on s'intéresse effectivement au bien-être des consommateurs, il faut en tenir compte. Donc ça veut dire que donc soit on le mesure par la perte du surplus du consommateur, soit on le mesure par le surprofit, l'intérêt de travailler sur le surprofit, et qu'en plus, donc c'est à peu près. Non, mais je suis d'accord, mais la perte sèche, est-ce qu'elle ne peut pas aider à caractériser le manque à gagner d'une entreprise? Le manque à gagner d'une entreprise. Non, il y a 2 choses différentes. Il y a ce qui est le pur transfert, et il y a le pur transfert, ça c'est le manque à gagner, et la perte sèche, qui elle dépend. Mais il y a dans le rapport Folt, si vous voulez, un petit graphique avec les. Dans tous les manuels d'économie. Oui, il y avait voilà. Et le président Thibaut Verger, maître, et puis. Merci. Je voulais essayer de clarifier un point sur une confusion que j'ai l'impression qui a été faite depuis ce matin sur la différence entre les effets réels et les effets tels qu'attendus de la pratique. Je suis d'accord avec ce que disait Laurent sur l'évaluation du dommage. C'est très important d'évaluer. C'est utile d'essayer d'évaluer, ou au moins pas forcément de manière extrêmement précise, le dommage réel ou le surprofit réel, parce que c'est ça qui nous donne vraiment une indication des effets réels de la pratique, et ça lie vraiment à la partie réparation de la sanction. Mais sur la partie dissuasion, le dommage réel, en un sens, on s'en moque complètement. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, au moment où l'entreprise a signé, et Laurent a bien essayé de le dire, est-ce que j'ai intérêt à prendre part à l'entente ? Et l'intérêt que j'ai à prendre part à l'entente, c'est pas sur l'effet réel, c'est sur l'effet que j'attends de la pratique. Si mon cartel n'a pas du tout fonctionné parce que les gens ont dévié, c'est pas pour autant que je m'attendais pas à avoir un surprofit important et que la sanction doit être importante. Anne avait un très bon exemple. Si je sanctionne quelqu'un qui roule à 220 sur l'autoroute avec 3 grammes d'alcool, mais en pleine nuit à 3 heures du matin, qui n'a rien créé, personne ne sera choqué qu'on vienne lui retirer son permis ou lui mettre une grosse amende. C'est pas pour autant qu'il y a eu un dommage réel. Il n'y a eu aucun effet réel sur la société. Pour autant, personne ne sera choqué qu'il prenne une grosse sanction. Moi, je suis tout à fait d'accord sur ce point. Le point étant juste de dire que donc ça veut dire que, tout simplement, que quand il y a un objet anticoncurrentiel, on doit avoir une amende minimale. Ça, je pense qu'il n'y a pas débat. Et ensuite, cette amende minimale peut être augmentée en fonction des effets. Mais j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas d'amende minimale lorsqu'il y avait une infraction par objet. Président Lasserre, et puis maître. Moi, je voulais simplement intervenir parce que je crois qu'il y a une confusion entre l'obligation d'apprécier l'importance du dommage causé à l'économie et l'obligation de quantifier. Et je crois que ce sont 2 choses bien différentes. Un juge, lorsqu'il statue sur une demande de réparation, doit évaluer un préjudice aussi complet que possible et donc est tenu d'expliquer en quoi consiste ce préjudice et de le quantifier. Une autorité qui sanctionne doit apprécier l'importance du dommage causé à l'économie comme l'un des critères de la sanction. Et moi aussi, comme Catherine Prieto, je salue le revirement de la Cour de cassation qui a changé sa jurisprudence. Pendant longtemps, le juge de cassation admettait qu'un cartel, une entente, faisait présumer l'existence d'un dommage, et la Cour d'appel, dans l'affaire Orange, l'avait rappelé. Elle est rappelée à l'ordre parce que la Cour de cassation change sa jurisprudence, et ça ne me choque pas. Mais je ne fais pas le raccourci du tout, qui consiste à dire, parce que la Cour de cassation n'admet plus la présomption, cela veut dire que dans chaque affaire, l'autorité de la concurrence doit quantifier l'existence du dommage. Pas du tout. Elle doit apprécier l'importance du dommage en fonction de critères qualitatifs dont fait partie l'élasticité prix du produit. Parce qu'effectivement, ça va rejaillir sur l'importance plus ou moins grande du dommage causé par la
pratique. Et cette appréciation qualitative, on voit qu'elle est effectivement enrichissante. Et nous essayons, chaque fois que nous avons un débat avec des entreprises, d'y consacrer souvent plusieurs pages argumentées, répondant aux arguments des entreprises. Par contre, et là je suis très clair, si on attend de nous l'obligation que nous nous imposerions à nous-mêmes de quantifier systématiquement le dommage à l'économie, je le dis très clairement, nous n'y arriverons pas. Et nous n'y arriverons pas. Je mets au défi, il y a 6-7 économistes dans la salle, de les faire travailler sur l'évaluation du surprix causé par un cartel. Aucun ne répondra de la même manière. Et c'est de 1 à 15, de 1 à 30, de 1 à 100 que nous aurons les réponses. Nous l'avons fait dans le travail temporaire. Dans le travail temporaire, nous avons eu, et certains s'en souviennent, des études économiques mobilisées par les entreprises qui ont essayé de dire que le dommage causé à l'économie, il s'agissait d'une entente entre les trois grands du travail temporaire. Je peux en parler maintenant, la décision est devenue définitive depuis la confirmation hier par la Cour de cassation. D'une entente entre les trois grands mondiaux du travail temporaire sur les appels d'offres que lançaient les grands comptes, les grandes utilisatrices de travail temporaire. Les entreprises se coordonnaient dans les réponses aux appels d'offres, notamment sur les coefficients de facturation. Et nous avons admis, pour le débat, que les entreprises, dont 2 d'entre elles n'avaient pas contesté les griefs, qu'on puisse avoir un débat sur l'évaluation du dommage à l'économie et qu'il y ait en quelque sorte un contrefactuel proposé par les entreprises sur ce que pouvait revêtir l'importance du surprix possiblement encaissé par ces entreprises du travail temporaire. Mais pour bâtir des scénarios crédibles de contrefactuels, sur quoi se fonder? Alors on nous a dit, on va essayer de comparer les prix avant le cartel et après le cartel et de voir les prix qui ont été facturés pendant le cartel. Le problème, c'est que, et ça a été très bien dit par M. Gache demain, c'est pas parce qu'on siffle à un moment que tout s'arrête. Les entreprises utilisatrices du travail temporaire ont passé des contrats pluriannuels avec les entreprises qui fournissent le travail temporaire. Et donc il y a un effet, je dirais, évidemment, qui se traduit par un effet d'inertie. Ce n'est pas parce qu'à un moment, on constate qu'il n'y a plus de coordination des entreprises que les effets du cartel s'arrêtent à cette date. Nous ne savons pas non plus si avant, parce que nous n'avons pas de preuves, le marché fonctionnait sur un système de concurrence parfaite. Et donc, c'est très subjectif. Autre exemple, on nous a dit, prenons les prix sur le marché dit des diffus, c'est-à-dire pas des grands comptes, mais des petites entreprises qui utilisent le travail. Mais le mécanisme de formation des prix n'a rien à voir, puisque ces entreprises n'ont pas une faculté de négociation telle qu'elles puissent organiser des appels d'offres. Et donc on n'est pas, je dirais tout simplement, dans un secteur où le mécanisme des prix se forme de la même manière. Et donc, moi je vous mets en garde. C'est formidable pour les économistes parce que ça peut les faire travailler pendant des mois et des mois. Et ça, c'est une source de revenus, mais inimaginable pour les cabinets économiques. Très bien. Mais ne nous demandez pas l'impossible. Et on voit très bien qu'entre Madame Joëlle Simon et Mme Charles de Keyser, il y a des intérêts manifestement opposés. L'une demande la quantification parce qu'elle sait que c'est élever le standard de preuve à un niveau tel qu'en réalité, nous ne pourrons pas de manière incontestable évaluer. Mais il y a des présomptions que j'admets. Je ne dis pas vous, mais il est clair qu'il y a dans cette demande une volonté manifeste de nous faire chuter sur une haie tellement haute qu'on ne pourra jamais la franchir. Enfin, je suis quand même frappé de voir que les Américains, les Britanniques, qui ne sont pas des nuls en matière économique, disent tous qu'ils appliquent ce qu'ils appellent le thumb rule, c'est-à-dire la règle du pouce, avec une forfaitisation systématique, parce qu'on ne sait pas faire, tout simplement. Et il faut admettre notre humilité, nous ne savons pas faire de manière incontestable. Et qu'un juge, comment le juge pourra nous départager? Il a 6-7 économistes dans la salle d'audience qui lui disent « Mais non, Monsieur le Président, c'est, je dirais, un surpris de 5%, un autre qui lui dit 15%, un autre 20%. Comment pourra-t-il nous départager? Il ne le pourra pas. Est-ce qu'il faut, pour fixer la sanction, je dirais, faire cela? Madame Charlotte de Keyser, je comprends très bien, mais que nous puissions, nous, dans notre décision, relever de manière qualitative tout un certain nombre d'éléments qui permettent d'approcher un dommage à l'économie, c'est certainement utile. Mais que vous nous demandiez, pour une cause qui pourrait être postérieure au constat d'infraction, quantifiée, je crois qu'effectivement, sur le plan tout simplement procédural, vous nous faites exposer à un coût que nous ne pourrons pas nous offrir. Enfin, il faut quand même être
il faut quand même être réaliste. Et moi, il me semble que de ce point de vue-là, je n'oppose pas tellement l'approche européenne et l'approche française. Dans les deux cas, le simple fait de partir d'une assiette qui repose sur la valeur des ventes, c'est une manière peut-être forfaitaire, peut-être un peu rustique, tout de même de proportionner l'infraction, la sanction à l'ampleur économique de l'infraction, que reflète mieux la valeur des ventes qu'un chiffre d'affaires, je dirais, abstrait. Il y a déjà une approche économique dans ce choix de l'assiette et de proportionner la sanction à la seule valeur des ventes réalisées sur le marché affecté par l'infraction. Nous allons plus loin, parce que le droit français nous le demande, et j'y suis favorable et je m'en réjouis. Mais de grâce, soyons réalistes. Oui à l'évaluation, oui à l'appréciation qualitative, non à une quantification qui est hors de portée. Voilà. Une dernière question, Maître Koutrélis, puisque je vous l'avais promis, et puis on stoppera là les débats. Merci. Une remarque, c'est très difficile de prendre la parole après Monsieur le Président Lasserre. Mais de toute façon, je crois que je vais dans le même sens. Et je voulais revenir sur le débat tout à l'heure. Est-ce qu'on est ou pas conforme au droit communautaire? Je souscris totalement à tous les propos de Madame Prieto. Et je crois que c'est un faux débat. Parce que, à partir du moment où tout le monde s'accorde, en France, à Bruxelles et ailleurs, à reconnaître que c'est la dissuasion. Comme l'a rappelé monsieur, la dissuasion, c'est pas à la sortie, c'est à l'entrée. C'est-à-dire, je rentre dans cette entreprise, dans cette entente, j'y rentre pas, qu'est-ce que ça va me coûter? L'entreprise qui va rentrer dans une entente ou dans n'importe quelle infraction, elle s'en fiche pas mal du dommage à l'économie. Le dommage à l'économie, pour elle, c'est un dommage collatéral. Son but, c'est faire du profit, et c'est logique. Bon, donc la dissuasion, c'est à l'entrée. Tout au moins, c'est ce que j'ai cru comprendre de toutes les lectures que j'ai fait des économistes, moi, humble juriste. Si la dissuasion est à l'entrée, effectivement, pour la gravité de l'infraction, et j'ai l'impression qu'on est tous d'accord là-dessus, il y a de toute façon un socle minimum que on croit comprendre pour les cartels, l'autorité évaluerait peut-être à 15%, ça peut être plus, ça peut être moins, j'en sais rien, mais de toute façon, cette idée-là, c'est ça. C'est le socle minimum pour la gravité. Là-dessus, on peut rajouter quelque chose, en quelque sorte, qui en France sera pour le dommage à l'économie. Si on est incapable de le caractériser, si on ne le trouve pas, ou si on baisse les bras, ou s'il n'y en a pas, eh ben, il n'y aura rien de plus pour le dommage à l'économie, mais il y aura pour la gravité. C'est exactement la même chose qu'en droit communautaire, où la Cour de justice a dit que la Commission est libre. Si elle veut mettre un coefficient pour les effets de l'infraction, elle peut le faire, mais à ce moment-là, elle doit le motiver. Et si elle ne le fait pas, elle est également libre de ne pas le faire et se baser sur la gravité. Donc pour moi, c'est un très bel exemple de à quoi sert l'interprétation conforme pour rester conforme au droit communautaire sans s'arracher les cheveux, sans savoir si oui ou non c'est bien ou pas de garder ça en France. Je pense qu'il n'y a strictement aucun problème là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il ne me reste plus qu'à remercier vivement et chaleureusement nos intervenants et puis ceux qui ont eu la gentillesse d'assister.